Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Le départ du Premier ministre, la crise scolaire qui continue de plus belle et le classement de Reporters sans frontières, voici les trois sujets qui ont dominé l'actualité cette semaine. Nous allons les aborder avec 4 journalistes que sont Ramata Diaouré, de Journal du Mali à ma gauche, Maman Sissé, un journaliste indépendant à ma gauche, et Amadou Diallo, journaliste indépendant à droite, et Oumar Sidibé du groupe Renouveau. Je suis Mariam Maïga, chers invités, auditeurs, auditrices et téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Le grand dialogue. Nous allons d'abord parler de la démission hier soir du Premier ministre Soumaïlou Boubèye Maïga. À ce sujet, écoutons ce reportage de Mahaman Babakunta. Soumaïlou Boubèye Maïga rend donc les tabliers après 16 mois à la tête du gouvernement. Du côté du Haut Conseil islamique, la démission de Soumaïlou Boubèye Maïga était plus que nécessaire. Issa Kaoudim, porte-parole de l'imam Mahmoud Dikou. Le chèque est là, donc tout ce qui peut se targuer de dire qu'il a fait des élections. Alors que les élections, c'est juste une possibilité de légitimer les institutions. Maintenant, au centre du Mali, quand il venait, il disait à chacun de choisir son camp, de désarmer toutes les milices. Mais on a vu le massacre dans Sogo, sur le front social, les grèves à répétition, une année presque blanche pour certains noirs. Et du coup, il est venu exacerber aussi la tension entre les religieux. Le peuple a compris qu'il fallait arrêter cette fuite en avant. Des responsables de la majorité estiment que cette décision est salutaire. Pour Zoumananti Doumbia, député élu à Bougouni, il ne s'agit pas d'une question des personnes, mais de la gestion du pays. La décision sage du Premier ministre de rendre sa démission avant les discussions sur la motion de censure nous agrée. Nous agrée parce que pour nous, ce n'est pas d'une personne, mais il s'agissait en tout cas de faire en sorte qu'il y ait un gouvernement qui puisse avoir les coups de France, un gouvernement qui puisse avoir les bonnes prises de décision pour faire en sorte que le pays puisse avancer. L'opposition ne cache non plus sa satisfaction face à la démission de Soumaïlou Boubèye. Cependant, elle souhaiterait que le président de la République nomme un premier ministre capable de réunir les Maliens. Amadou Maïga, député élu à Douanza. On était très confiant que le premier ministre allait le déposer aujourd'hui. Donc il a vu les choses venir, il a démissionné à la veille. Donc on s'en félicite et on est en phase avec le peuple en tant que représentant du peuple. Nous nous attendons à ce que le président de la République soit un premier ministre qui peut travailler avec l'ensemble des Maliens pour qu'on puisse sortir de la situation que nous vivons aujourd'hui au Mali. Soumaïlou Boubèye Maïga était le 5e chef du gouvernement du président Ibrahim Boubacar Keïta en 6 ans. À présent, tous les regards sont tournés vers le prochain Premier ministre. Qui est-il? Viendra-t-il de la majorité, de l'opposition ou de la société civile? En attendant la réponse à ces questions, des profils des candidats sont dessinés par les uns et les autres. Alors, Ramata Diaouré, vous venez d'écouter la réaction de certaines personnes qui réclamaient la démission du Premier ministre. Quelle analyse faites-vous alors? Je dirais déjà on allait assister à une grande première parce que nous allions assister quand même à une motion de censure déposée par une majorité contre son Premier ministre, puisque le Premier ministre était quand même membre de la majorité présidentielle, même s'il n'était pas membre du parti présidentiel. Donc ça aurait été un cas de figure intéressant à étudier. Effectivement, chacun se réjouit de son côté. Les religieux viennent de nous donner une explication que je n'avais pas encore entendue, qui disait qu'on lui en voulait d'avoir mis les religieux entre eux-mêmes, entre eux dos à dos. Ça, c'est une nouvelle version que nous allons essayer de pousser, d'essayer de comprendre mieux. Une chose est certaine, il est clair que ce monsieur était la cible d'énormément d'attaques. Il cristallisait un petit peu toutes les frustrations sur sa personne, même si c'est un Premier ministre qui a été nommé par un président élu. Il exacerbait les tensions au sein du parti présidentiel lui-même, le RPM, qui revendique depuis des années le fait de devoir avoir ce poste de Premier ministre que, mine de rien, il n'a quasiment jamais eu, depuis que Ibeka a été élu. Et c'était un petit peu le symbole de toute cette mauvaise gouvernance qui est très décriée, et avec un climat social qui est délétère, il faut dire les choses comme elles sont. Rien ne va nulle part. Il était le fusible, et le fusible a sauté. Alors, Amadou Diallo, je me tourne vers vous. Cette démission était-elle prévisible? Je vais d'abord préciser quelque chose que Ramata a dû oublier. C'est Abdoulaye Idrissa Maïga qui était vice-président du RPM, alors que Soumaïlou Boubèye Maïga a remplacé.
Donc le RPM a eu certes, effectivement un Premier ministre. Donc effectivement, il cristallisait beaucoup toutes les attentions politiques, sociales et même économiques. Parce que n'oublie pas que cette crise politique avait des répercussions sur l'économie. Il y avait une forte tension sur l'économie aussi. Il y avait beaucoup de problèmes. Donc il cristallisait effectivement les tensions. Et puis, donc, de facto, c'était prévisible. C'était prévisible parce que pour dénouer au moins la crise, il fallait que, comme on l'a dit Ramata, il fallait que le fusil tombe. Et effectivement, il est tombé. Donc maintenant, on va voir la suite. Voilà. Maman Sissé, on a vu que finalement le président Ibrahim Boubacar Keïta a lâché son chef du gouvernement sous la pression des religieux et de certains députés. Je ne pense pas que le président l'a lâché. Il a démissionné. Il faut dire les choses telles qu'elles se présentent. Le Premier ministre a démissionné. Si il a été lâché par le président de la République, ça aurait dû être depuis que les religieux avaient demandé son départ. Le président de la République, il souhaiterait être avec le religieux et c'était les dernières personnes avec qui il souhaitait avoir un bras de fer. Mais Soumaïla Bouemega arrive à un niveau où il n'est pas en phase d'abord avec le parti présidentiel, il n'est pas en phase avec les partis membres de l'alliance qui a porté le président à la tête du pays. Au-delà de tout ça, il y a d'autres considérations et que nous n'allons pas développer ici. Mais Soumaïla Bouemega paye aujourd'hui les frais de l'inconstance au niveau des alliés du président de la République. Je répète, les alliés du président de la République ne sont pas parvenus à créer l'unité à leur sein. Et ça ne date pas de Soumaïla Bouemega. Abdoulaye Idrissa Maïga, qui était un cadre du parti au pouvoir, il n'a pas bénéficié des attentions dont il devrait avoir, du soutien dont il devait avoir. Les autres premiers ministres ont vécu la même situation. Donc Soumaïla Bouemega, qui est en train de construire un parti, qui est en train de donner corps à sa statut d'homme d'État, d'homme politique, ne peut pas résister au vent qui, en tout cas, au soubresaut à l'intérieur des alliés du président de la République. Ça, c'est ma lecture. Alors, Omar Sidibé, vous pensez la même chose que Maman Sissé ou est-ce que UBK n'avait pas les moyens de faire quelque chose avant cette motion de censure? Je crois qu'il en avait les moyens. Certainement, il n'a pas dû faire recours à ses moyens puisqu'il avait affaire à une vague de contestation contre son Premier ministre. Fallait-il montrer l'impression d'un président capturé face à l'insistance des religieux? Je crois que c'est cette question qui dérangeait beaucoup le président de la République. En cédant à cette pression des leaders religieux, est-ce qu'il n'allait pas donner l'impression à la communauté internationale qu'il y a d'autres maîtres du jeu que le président de la République? Ou fallait-il effectivement prendre cette décision de démettre le président de la République pour se réconcilier avec son peuple? Je crois que le président était entre ces deux choix. Comment y sortir? Donc il a laissé le choix au Premier ministre? Non, je crois que cette motion de censure a été une grande porte de sortie heureuse pour le président de la République. Donc, dire que le président n'était pas au courant de cette motion de censure, qu'il a été surpris de voir ses députés de la majorité se coaliser avec ceux de l'opposition pour faire cette motion de censure, non, c'est une analyse quand même qui est toute simple. Un président de la République, c'est un président de l'œuvre, ça veut dire ce que ça veut dire. Il est au courant de tout. Donc, je crois que c'est le président de la République lui-même qui est derrière cette motion de censure, pour sauver la face, en quelque sorte, pour sauver la face. Parce que le Premier ministre était pris dans une sorte de tenaille, société civile et politique. Quand on sait que cette motion de censure était devenue une grande et longue épée qui ressemble à celle de Damoclès, quand même, qui planait sur le Premier ministre, il fallait chercher en bonne intelligence la meilleure formule vraiment pour satisfaire, pour ne pas trop frustrer l'opinion internationale
et également celle nationale. Je crois qu'on était un peu dans ce jeu. Et le mois d'avril, la malédiction du mois d'avril aussi, y est pour quelque chose. Quand on sait qu'il y a certains mois qui sont considérés dans notre pays comme des mois maléfiques pour les pouvoirs, le mois de mars c'est un mois quand même très maléfique pour les présidents de la République, et le mois d'avril qui vient de bouffer son 6e Premier ministre dans notre pays. Il y a quand même ces faits aussi qui a beaucoup joué sur, en tout cas, le processus de cette démission, quoi. Voilà. D'accord. Amadou Diallo, c'est fait depuis hier soir, il a démissionné. Et après, qu'est-ce qui va arriver maintenant? Eh bien, moi, je crois que le président a déjà planté les décors dans le communiqué de la présidence. Le Premier ministre sera nommé, le nouveau Premier ministre sera nommé, le gouvernement sera formé après consultation de la majorité et de l'opposition. Ça veut dire que c'est une victoire commune de la classe politique et de la société civile. Je peux dire victoire commune parce que ça n'a pas été acquis de façon simple, ça a été acquis au bout vraiment de longues luttes pour obtenir le départ du Premier ministre. Moi, je vais rappeler quelque chose. C'est-à-dire que comment en est-on arrivé là? C'est-à-dire qu'il y a eu des erreurs politiques de part et d'autre qui ont fortement contribué à la cristallisation de la vie politique. La première erreur politique, c'est que le Premier ministre, après la victoire, n'a pas su fédérer autour de son projet politique l'ensemble de la famille politique qui ont soutenu la candidature du président de la République. C'était un challenge, mais ça n'a pas réussi. Et ça, c'est des fautes politiques qui se payent cash, clairement. Parce que le jeu politique, ce n'est pas un jeu de religion, hein. C'est-à-dire que c'est pas, comme on dit, Midjan, on jette aujourd'hui, on attend demain. Non, on jette aujourd'hui, on attend le résultat aujourd'hui. Donc, les alliances sont toujours fondées sur des intérêts qu'il faut savoir prendre en compte et savoir l'intégrer dans sa gestion globale. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et c'est ce qui a amené cette cristallisation. Qu'est-ce qui pouvait empêcher ça? Qu'est-ce qui pouvait éviter ça? C'était d'aller aux élections législatives. Depuis le départ, le fait de reporter les élections législatives, c'est ça les conséquences. Parce que, en ce moment, on aura à faire avec un gouvernement qui ne reflète pas forcément les aspirations des uns et des autres. Et tant qu'on n'est pas en phase avec l'ensemble des acteurs politiques impliqués dans la chose, forcément on va vers une crise. Et c'est ce qui est arrivé. On pouvait éviter. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Pendant cette crise, il y a eu une autre reconfiguration de la vie politique. C'est que l'opposition et la majorité se sont retrouvés. C'est-à-dire que le RPM et l'URD, RPM et alliés, URD et alliés se sont retrouvés. Ce qui ne devait pas arriver. Et si ça arrivait, forcément, le Premier ministre va faire les frais. Parce qu'une mouture à 3, forcément, le 3e va tomber. Voilà. Merci beaucoup, Amadou. Alors, Armata, que va-t-il se passer? Comme expliqué Diallo tout de suite, d'abord, on attend de voir quel profil va avoir le nouveau Premier ministre, parce que ça va être très, très intéressant. D'accord. Tout à l'heure, Diallo, on en parlait avec lui, il disait qu'on verra bien, mais il serait peut-être normal que cette fois-ci, pour la seconde fois, il fasse partie du parti présidentiel. Je ne suis pas certaine, on nous chuchote à l'oreille que ça serait peut-être un gouvernement d'ouverture ou d'union, je n'en suis pas certaine. Alors ça, on va en venir, le profil du futur Premier ministre. Mais j'en viens à vous, Maman. Je veux savoir maintenant, le Premier ministre, il est parti. Est-ce que le problème auquel il faisait face, c'est de sa responsabilité? C'était vraiment de sa responsabilité? Oui, en partie, il est responsable, puisque c'est lui qui était au devant. Il était responsable, puisque c'est lui qui accepte de faire face à certaines difficultés. Je prends l'exemple de la situation sécuritaire, pendant que les autres se cachaient. Il s'est caché, je me dis bien, il s'est caché. Il faisait face, il partait en région, il partait dans des endroits difficiles, il partait même à Kidal où certains n'osent pas partir. Donc moi, je pense qu'il y avait des problèmes. Et au sein du gouvernement, j'ai constaté
peut-être j'ai raison par le passé, je l'avais dit, si le plan de sécurisation du centre était confié au Premier ministre, on allait peut-être avoir des résultats. Mais un plan qui était confié au ministère de la Sécurité, on a vu le résultat. On a l'impression que on est dans un gouvernement, les gens ne travaillent pas ensemble. Le Premier ministre, il tient beaucoup au plan de sécurisation du centre. Est-ce qu'il a bénéficié du soutien dont il devait avoir? Ça, c'est un de deux. Parlons du front social. L'école ne marche pas. L'école ne marche pas. On a vu des grèves. On a vu une grève féroce des magistrats. Pendant que lui, il faisait face. Même le président de la République s'est caché. Donc, moi, je pense qu'il a fait ce qu'il peut faire. Donc, pour vous, le problème n'était pas de lui. Non, mais moi, je pense que le problème aujourd'hui, c'est ailleurs. Tous ces gens qui s'agitent aujourd'hui, ils ont des soutiens dans le gouvernement. Quand on me dit que le RPM n'est pas dans le gouvernement, c'est faux. Zoumana Mori est du RPM, Baba Moulé est du RPM, le ministre Rama, Nango Dambélé, j'en pense. Donc moi je pense que le Premier ministre, il va partir, mais les problèmes vont rester. Les problèmes de sécurité, le climat social, ça reste parce qu'il y a beaucoup de grèves en gestation. C'est vrai, Abdoulaye Idrissa Maïga, il a eu le mérite de calmer un moment la situation. Mais rappelez-vous qu'il n'a pas bénéficié du soutien, donc je le répète, il n'a pas bénéficié du soutien. Donc, le Premier ministre, Soumaïla Bouboué Maïga, tout comme Abdoulaye et les autres, et celui qui va venir, mon grand frère disait tout de suite qu'il aurait dû être quand même du parti au pouvoir. Et je ne crois pas parce qu'il n'y a même pas un parti au pouvoir. Un parti où l'unité est mise à mal, on ne peut pas s'attendre de quoi que ce soit du parti. Maintenant, peut-être il revient au président de choisir une personne pour être Premier ministre. Mais moi, je ne compte pas sur le parti au pouvoir pour atteindre les objectifs, pour réussir le projet de société du président de la République. 5e Premier ministre en 6 ans. Peut-on vraiment dire que le problème c'est Boubé, Omar Sidibé? Cette fois-ci, contrairement à mon aîné Maman, moi je crois sincèrement que le Premier ministre Soumaïla Bouboué Maïga avait une grande part de responsabilité dans l'évolution du front social qui, quand même, qui prévalait en réalité. Son départ va prendre en charge quand même une bonne partie de ces solutions-là. Quand on sait qu'il est accusé à tort ou à raison de jouer sur le clivage pour résoudre les problèmes. Pas pour les résoudre, mais plutôt de les reporter. Au lieu de résoudre les problèmes, quand une situation se présente, ou quand il y a un front qui est ouvert d'un côté, au lieu de résoudre les problèmes, le Premier ministre jouait plutôt sur la division. Donc ce comportement-là, cette attitude n'était pas de nature à apporter des vraies solutions aux problèmes qui se présentaient à lui. On lui prêtait également, en tout cas quand je dis on, il s'agit d'une certaine opinion, lui prêtait, si vous voulez, de jouer le one-man show. Au lieu de jouer à un mouvement d'ensemble, qui peut, si vous voulez, amener l'action gouvernementale, si vous voulez, sur un seul chemin, il jouait plutôt sa propre carte, avec une autre visée. Peut-être au niveau de la majorité, et au niveau du RPM, par exemple, du parti du président de la République, maman l'a rappelé tout de suite, il y a certains quand même qui lui prêtaient cette intention de penser déjà aux élections de 2023, puisque tout le monde a salué, si vous voulez, ces actions qui ont conduit à l'organisation, en tout cas, d'une élection présidentielle qui n'était pas gagnée d'avance. Vous voyez, donc, en tout cas, certaines de ces actions n'ont pas été de nature à rassurer, si vous voulez, les partenaires politiques et les partenaires sociaux de l'exécutif. Je crois que le départ du Premier ministre peut amener la confiance entre l'exécutif et les partenaires sociaux. Aramata, vous êtes d'avis, le départ du PM peut apaiser le climat? Moi, je ne pense pas qu'au plan politique, son départ puisse
vais pas faire d'angélisme là-dessus. Je pense que les clivages qui ont été démontrés et les alliances objectives qui ont été démontrées, même si elles étaient contre nature pour certaines, ont montré que le clivage au sein de la classe politique, actuellement au Mali, est très profond. Et il est très profond, je pense, au niveau de la classe politique qui se prétend majorité présidentielle. Et j'en veux pour preuve une seule chose. Depuis que Soumaïla Maïga est arrivé comme Premier ministre, je veux dire, s'il y a un parti au Mali qui a grossi, c'est le sien. Quand il arrivait, regardez le nombre de députés qu'il comptait, regardez le nombre de conseillers communaux ou de maires qu'il comptait, et on connaît le plaisir, le goût pour la transhumance politique qu'ont nos gens, chacun se disant que bon, le président Ibeka est à son 2e mandat, il n'y en aura pas un 3e, donc il faut se positionner derrière peut-être le meilleur cheval de la course, et il a fait figure pendant un moment le meilleur cheval de la course. Et rien ne dit qu'il ne va pas continuer à en faire figure pour certains. Et donc, clairement, il va y avoir ce gros problème-là. Et puis, il y a une seconde chose. Tout à l'heure, Diallo rappelait certaines choses, mais j'ai dit qu'il faut quand même qu'au Mali, nous n'oublions pas une chose évidente. L'ADEMA originelle que nous avons connue 91-92, c'est elle qui actuellement est là aux affaires. Il n'est pas étonnant qu'un Soumaïla ou que VRD et le RPM puissent se retrouver. Ce sont des frères d'armes qui ont été ensemble pendant longtemps. Et peut-être des contraintes d'intérêt ou de calendrier par moment les séparent, mais autour d'un certain nombre de choses qu'eux considèrent comme essentielles, je pense qu'ils se retrouvent assez régulièrement et assez facilement. Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure. Qui pour être le futur Premier ministre? Ben, on attend de voir. Moi, j'ai pas de choix personnel, c'est pas politique. Vous avez une idée? Mais en disant que nous allons peut-être aller, alors je ne sais pas si on va aller en nombre chinoise, donc pour peut-être prendre quelqu'un qui serait le contre-pied de Boubé. Mais je vois difficilement comment est-ce qu'on va prendre quelqu'un qui est le contre-pied de Boubé. D'abord parce que la crise actuelle que nous vivons, en tout cas en termes sécuritaires, elle perdure depuis 2012. Et il ne me semble pas qu'en 2012, Boubé était aux affaires. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que la personne qui va venir là va être investie d'une espèce d'espoir de la part peut-être de certains qui ne réfléchissent pas, qui n'analysent pas les choses. Il ne va pas venir comme le Messie ou comme le Sauveur. Et malheureusement, on a tendance à essayer de nous présenter comme ça. Mais là où moi j'ai un gros souci, c'est que je me demande comment est-ce que l'on va avoir un nouveau Premier ministre qui, d'une manière ou d'une autre, ne sera pas adoubé par une frange des leaders religieux. Et ça, c'est dangereux pour une démocratie de mon point de vue. Amadou Diallo, faut-il une personnalité consensuelle alors? Non, cette fois-ci, moi je crois que le président doit prendre ce courage à 2 mains. S'assumer entièrement et faire confiance entièrement et exclusivement à son parti. C'est une formation politique qu'il a créée lui-même. Il est parti de l'ADEMA pour une aventure politique. Pour ça, il a créé le RPM pour assouplir ses ambitions politiques. Donc, c'est son parti à lui. Maintenant, il a beaucoup tergiversé pendant cette période de gouvernance. Le moment est venu pour lui de faire confiance entièrement à son parti. La déliquescence dont parlait le jeune frère, c'est à cause de ça. Parce que quand vous vous battez ensemble dans de pures difficultés, le RPM a vécu des moments très difficiles. Personne ne croyait encore au RPM. Mais s'ils sont arrivés à maintenir le parti en vie et faire porter le président de ce parti au pouvoir, il va de soi qu'ils s'attendent à des choses, clairement, malheureusement, qui n'est pas venu. Ça a frustré les gens. Et c'est normal, c'est humain. Donc alors, maintenant, moi je vais dire tout simplement, le portrait au robot, c'est de voir au niveau du RPM, le parti majoritaire, le parti du président de la République, de choisir un premier ministre à l'intérieur de ce parti. Et pourquoi ne pas prendre cette fois-ci le président du parti Treta, qui est le président de l'EPM, qui est le président de l'ensemble Ensemble pour le Mali, qui a soutenu le président. Maintenant, on va le voir à l'œuvre. C'est-à-dire que les gens prêtent trop d'intention aux autres, on fait trop de préjugés. Et ce n'est pas bon. Maintenant, il faut le voir à l'œuvre. On ne peut juger les boulangers qu'à la boulangerie. Moi, je pense que et autour de lui, il va y avoir certainement le consensus dont les autres premiers ministres n'ont pas bénéficié. Et forcément, lui, il va l'avoir. Et le Mali, aujourd'hui, a besoin d'une stabilité politique pour pouvoir avancer. Vous voyez, et la stabilité ne peut venir, à mon avis, que par là. Et Alpha a tergiversé, il a fini par ça. Entre 92 et 94,
il a tergiversé entre les premiers ministres. Finalement, il a été obligé de choisir Ibeka qui a stabilisé le pays. Qui a stabilisé d'abord le parti, stabilisé le gouvernement et stabilisé le pays pour affronter l'élection présidentielle de 1997. Et même conduire après. Dans la crise, certes, mais ça c'était la crise post-électorale. Mais après ça, en 2000, le pays s'est vraiment stabilisé avec Alpha. Donc, parce que tout simplement, quand les gens se battent, ils attendent des retombées. Et c'est normal. Ce n'est pas de l'aumône. C'est le fruit d'un combat. Et quand on se bat, on est obligé d'attendre des résultats. Maintenant, moi je dis, je vais dire quelque chose à... Moi, je suis le Premier ministre Soumaïlo. L'erreur fatale qui lui a coûté cette adversité, c'est de recevoir les députés transfuges du RPM. Ce n'est pas ça. Comment le président fait confiance en votre personne, vous mettez à la primature, vous acceptez de débaucher ces députés. Ça veut dire quoi? Vous voulez casser son parti, le ressort qui le tient, vous voulez le casser? Est-ce qu'il peut encore avoir... Cette crise-là, c'était entre deux personnes, finalement. C'était entre le président et son premier ministre. Moi, j'ai fait cette lecture-là. Et les députés qui ont déposé la motion de censure avaient totalement et exclusivement la confiance et l'entier soutien du président. Sinon, ils ne pouvaient pas prendre le risque d'engager le parti dans une aventure à l'issue incertaine. Alors, Oumar Sidibé, qui peut être ce nouveau Premier ministre et qu'est-ce qu'il peut changer? Le Premier ministre, si je dois conseiller le président de la République, je lui dirais de prendre un tisserand issu du dialogue politico-religieux. Quand je dis tisserand, il ne s'agit pas du RPM. Un tisserand qui va venir recoudre le tissu social, qui va venir réconcilier les Maliens, qui va venir réconcilier les partenaires sociaux du gouvernement. Il n'y a plus de confiance entre le gouvernement et ses partenaires. Il n'y a plus de confiance entre le gouvernement et les politiques et les partis politiques. Il n'y a plus de confiance entre le gouvernement et la société civile. Il nous faut un Premier ministre aujourd'hui qui va venir vraiment épargner, si vous voulez, la gestion des affaires publiques de certaines diatribes, quoi. On n'a plus besoin d'un Premier ministre qui va travailler de telle sorte que les gens ont l'impression qu'il travaille pour lui-même, pour son propre avenir politique. Un Premier ministre qui va s'oublier lui-même et se mettre à la tâche uniquement au service du pays pour sortir le pays de cette ornière de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Je pense qu'on a besoin d'un Premier ministre aujourd'hui qui est uniquement dévoué pour la cause d'une sortie réelle de crise au Mali. Vous voyez, donc un Premier ministre, un tisserand, sans être un Premier ministre du RPM. Maman Sissi, qui devrait être alors ses priorités? Mon jeune frère Oumar Sidibé, il est très fort. C'est la gymnastique. Tu as lâché le mot, c'est le tisserand. Je suis d'accord avec le grand frère. J'ai l'habitude de dire ça. C'est-à-dire que ce n'est pas une crise politique, c'est un combat politique. La crise que nous avons traversée ces derniers temps, c'est très simple. C'est une course pour se positionner. Et le RPM a mené un combat. Et le RPM a gagné. Oui. On peut donner à RPM son but. Ce nouveau Premier ministre, il doit s'attaquer à quoi en priorité? La priorité, c'est au président de la République de dire ses priorités. Moi, ma priorité, peut-être, c'est de partir chez moi, de revenir à Tombouctou. De partir, de revenir comme j'ai l'habitude de le faire. Si quelqu'un d'autre, sa priorité, c'est de voir son salaire augmenter, peut-être, je ne sais pas, d'avoir son électorat grossi. Je ne sais pas, chacun a ses priorités. Mais moi, je pense qu'il faut laisser au président de la République de dessiner ses priorités, d'avoir une feuille de route qu'il confie à son Premier ministre. Peut-être c'est ce qui a manqué au départ, puisque chaque fois, on nous dit c'est la sécurité, c'est le social. Il s'est avéré quand même au haut niveau, le président de la République, il a un programme d'urgence sociale. C'est-à-dire, il y a de la confusion. Est-ce que le nouveau Premier ministre, le Premier ministre qui va être nommé dans les heures à venir, est-ce qu'il aura les mains libres pour avoir un bon programme? Je ne sais pas.
président de la République, il a été élu sur la base d'un projet de société. Si Soumaïla Bouyega n'était pas en mesure de traduire ce projet de société en acte concret, qu'il choisisse au moins quelqu'un, un bon élève, quelqu'un qui peut faire à la lettre ce que le président de la République veut. C'est ça le profil du Premier ministre pour moi. Si c'est le RPM, si c'était l'État, tant mieux, mais c'est au président de la République de dessiner les priorités. Et maintenant, nous allons aborder le second thème de cette émission, qui est bien sûr la crise scolaire. Je veux juste ajouter quelque chose. Le nouveau gouvernement, moi je pense bien, hein, peut-être je peux me tromper, mais je pense que le nouveau gouvernement, ça va être un gouvernement de mission. Parce que figurez-vous qu'on n'est pas encore l'élection des députés, le renouvellement du Parlement, ce n'est pas encore fait. Oui. Donc c'est toujours la majorité sortante qui continue. Et ce n'est pas forcément la configuration politique. Donc il faut aller aux élections législatives. Donc le gouvernement qui va être mis en place va conduire le pays non seulement aux réformes annoncées par le président, mais aussi à la mise en place, au renouvellement du Parlement. En ce moment, la nouvelle majorité qui va se dégager, c'est cette majorité-là, c'est le gouvernement qui reflète cette majorité qui va conduire le pays vers 2023. Ah non, on est pris un peu par le temps, nous allons poursuivre avec les différents thèmes de cette fois-ci. Sinon, j'allais simplement rappeler Diallo que ce n'est pas forcément un gouvernement de mission qui peut conduire le pays aux grandes réformes. C'est justement un gouvernement politique qui peut vraiment nous conduire aux grandes réformes auxquelles vraiment on s'est déjà engagé. Voilà. Alors nous allons mettre le cap sur le second thème de cette émission, qui est bien sûr la crise scolaire. Maman parlait tantôt des priorités, le problème de salaire. Alors où en sommes-nous avec les négociations entre les enseignants et le gouvernement? Alors moi je ne pense plus qu'il y a une négociation. En tout cas je ne sais pas. On nous a dit que les négociations vont reprendre sitôt que le président de la République a pris une décision de libérer les salaires. Je préfère libérer, puisque c'est le mot que j'aime le plus. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de gouvernement d'abord, il faut attendre. Mais est-ce que tout de suite, ça peut être résolu? Je ne sais pas. Il faut attendre un nouveau gouvernement. Alors, Ramata, un consensus a-t-il été trouvé entre le gouvernement et les syndicats grévistes? Il semblerait que non. Et moi, je suis assez, assez outré de ce qui se passe au niveau de cette crise scolaire-là. On a l'impression qu'il y a quand même pas mal de mauvaise foi de la part de beaucoup de côtés. Et c'est l'avenir des enfants qui est en jeu dans ce domaine-là. Et ça, on a l'air de le passer par perte et profit. On dit qu'il y a une dizaine de points à négocier. On est plus ou moins d'accord, semble-t-il, sur 8. Et après, on négocie. Je ne pense pas que l'État regorge de moyens financiers. Il y a une crise économique. Il y a beaucoup de gens qui revendiquent des choses. Et clairement, je ne suis pas certaine effectivement que les acteurs qui étaient là pour négocier au nom de l'État étaient peut-être les personnes les plus efficaces ou les plus compétentes pour ce faire. Mais d'un autre côté, on a en face des gens, excusez-moi, si moi je grève et que je ne vais pas au travail, je ne vois pas de quel droit je vais demander à ce que forcément on me paye mon salaire. Mais sauf qu'il y a eu un cas, les magistrats ont grévé, ils ont eu leur salaire. Mais en même temps, cela fait partie, dans tous les pays du monde, le paiement des jours de grève fait partie de la négociation finale. C'est-à-dire que quand on signe un accord, on dit on va payer les jours qui ont été grévés. Mais quand ça devient carrément comme un point de revendication principal, pour même, comme disait, j'ai vu l'autre jour, j'étais outré, un représentant syndical enseignant qui dit « Ah, tant que nous, on n'est pas payé, quand nous allons voir les autres au comité de négociation, nous passons juste pour leur dire bonjour et nous continuons le chemin. » Mais c'est l'avenir des enfants et l'école du Mali qui est en jeu. Et cette école-là, depuis 30 ans, elle ne fait que péricliter. Et malheureusement, nous ne sommes pas en train de voir des gens qui, quelque part, manifestent une conviction pour l'amélioration de cette école malienne-là. Ça devient un petit peu la vache à lait, où tout le monde essaie de s'agripper autour de ça, de se faire d'entrer dans, ou de la collectivité territoriale de rentrer dans la fonction publique nationale. Il y a tout un tas de choses qui sont agrégées autour de ça, qui ne sont pas des soucis scolaires. Et ça, c'est malheureux. Le départ du Premier ministre va-t-il favoriser ou handicaper les négociations, Omar? Je crois que de mon nez d'analyse, je vois le ciel se dégager sur cette question aujourd'hui. Les enseignants, les syndicats d'enseignants reprochaient quand même, à tort ou à raison, aux
Premier ministre partant de jouer à un jeu de ruse pour résoudre cette question également. Donc, je crois que les enseignants aussi, ils ne manquaient pas de rappeler à chaque fois qu'il y a négociation qu'on les amenait des seconds couteaux pour négocier avec eux. Cette fois-ci, je crois qu'avec le départ du Premier ministre, ils vont envoyer les vrais couteaux pour venir trancher les nœuds gordiens. Je crois qu'on peut vraiment espérer cette fois-ci qu'on est, avec le départ du Premier ministre, la question de l'école va trouver un début de solution. Donc voilà. Il y a une lueur d'espoir. Il y a une lueur d'espoir, seulement si le problème était le Premier ministre partant. Amadou Diallo, y a-t-il encore un espoir pour sauver l'année scolaire pour vous? Bon, même si c'est sauvé, ce ne serait pas sauvé réellement. C'est-à-dire que le nombre de jours laissés ne peut pas se rattraper. Voilà. Même donc, si on continue, on prolonge un peu l'année scolaire. Je suis entièrement d'avis avec ma sœur Aramata. Au Mali, moi je me demande à quoi on pense. À quoi? Parce que moi je ne parle pas des autorités, je parle de la responsabilité des enseignants. À quoi les enseignants pensent? C'est vrai d'avoir de l'argent. Ce n'est pas condamné de se battre pour améliorer ces conditions. Mais l'impact sur le niveau, c'est-à-dire que sur le niveau de formation, le niveau de la qualité de la formation, d'abord de ton propre enfant. Est-ce qu'on pense à ses propres enfants? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Même si on donne tout l'argent du monde, on vous donne tout l'argent du monde. Moi, je pense, quand un homme se marie et il fait des enfants, sa vie, ce n'est plus à lui. Sa vie, c'est l'avenir. C'est comment faire pour que les progénitures là peuvent réussir demain dans la vie, peuvent s'insérer dans la vie sociale, dans la vie économique, dans la vie politique, dans la vie au futur. Mais si on ne prépare rien pour ces enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? On paye, c'est-à-dire que les enfants payent les fautes des adultes. Et ce n'est pas normal. Mais ça veut dire que les enseignants n'ont pas le droit d'aller à la grève. Je n'ai pas dit ça. Mais moi, je suis farouchement contre la grève en Afrique. Pas au Mali seulement, en Afrique. On est dans des pays pauvres. Même si c'est pour réclamer des droits. Mais quel droit? Droit d'abord, c'est le devoir. Au Burkina, tout près, on se compare au Burkina. Mais au Burkina, les enseignants se soucient de l'avenir des enfants. Au Burkina, moi, j'ai écouté une émission. Non, du tout. Pas du tout. On se supprime. Non, franchement, il faut... Ça dit les enseignants demandent des meilleures conditions de travail également. Moussa Traoré. Vous avez vécu sous Moussa Traoré? Moi, je l'ai vécu. Et le grand sœur Ramata l'a vécu. Les enseignants étaient à 3 mois, 4 mois sans salaire. Mais nous, on était tenus à l'école avec la rigueur. Peut-être les élèves acceptaient de faire le corvée pour les enseignants aussi à l'époque. Mais cette fois-ci, ce n'est plus la même doctrine. Maintenant, aujourd'hui, les salaires, même si les salaires annoncés par le ministre, ce n'est pas le salaire, mais les salaires sont meilleurs par rapport à Soumoussa. Et les enseignants disent le contraire. Et bon, parce que justement, ça dit que même si on te donne tout l'argent du monde, vous savez, il y a le phénomène de l'inflation en économie. Plus le salaire monte, plus le niveau de vie augmente. Et plus le niveau de vie augmente, moins ce que tu gagnes résout ton problème. C'est juste une question d'adéquation. On a juste 5 minutes pour parler du dernier point. Je suis vraiment sidéré. Pour parler du dernier point, c'est bien sûr le classement de Reporters sans frontières. Aramata Diaouré, le classement de Reporters sans frontières, le Mali qui quitte la 115e place pour être à la 112e place, on fait mieux? Oui, ça peut donner l'impression que nous faisons mieux, mais vous aurez remarqué quand même qu'il y a une confrontation maintenant avec de nouveaux types de menaces que nous n'avions pas avant. Il y a toujours des tentatives de musellement de la presse. Je n'en voudrais pour preuve que le cas de l'affaire Mali Actu, qui n'est toujours pas tranché, et où il y a des gens qui sont interdits de voyager, de gagner leur vie, où il y a du matériel qui a été saisi il y a plus d'1 an, au mois de février 2018, qui n'est pas remis, à quoi il a servi, il va être fouillé dans tous les sens. Il y a des velléités de faire plus que pénaliser les délits de presse, puisque maintenant nous assistons même à des peines de prison qui sont prononcées, des peines de prison fermes.
alors que la tendance quand même, en tout cas pour Reporters sans frontières et pour les fêtières de presse du Mali, c'est une réécriture du texte pour aller dans le sens de la dépénalisation. Donc, je dirais que les chiffres, c'est un classement, ce sont des chiffres. Il y a certainement des pays où ça s'est péjoré plus qu'au Mali, mais je dis que ça n'empêchera pas de rester vigilant. Maman Sissi, tout n'est pas rose, mais on voit que nous faisons un bond de 3 places. Un bond, c'est pas bon pour tout le monde. Oui. Moi, je pense le classement, il est bon pour l'image du pays, mais nous qui vivons au quotidien... mais c'est 112 sur 180 pays. Oui, mais aujourd'hui, les journalistes, moi je pense que les journalistes n'est pas protégés en République du Mali. Le journaliste, ce n'est pas quelqu'un qui est protégé. Tu es menacé psychologiquement, tu es menacé économiquement. Aujourd'hui, à la limite, les gens se débrouillent pour faire sortir les journaux, pour faire marcher leurs radios. Moi, je pense que ce classement, c'est bon pour l'image, mais au fond, il y a des choses à revoir. Moi, je pense que s'il y a eu amélioration, aujourd'hui, on devait dépénaliser le délit de presse. Si on écoute l'ancien ministre de la Communication, Muntagatal, dit que le dossier est sur place, et le dossier est déjà ficelé, mais il reste tout simplement qu'il soit en tout cas voté. Qu'est-ce que... Il n'a jamais été présenté. Voilà. D'accord. Omar Sidibé, est-ce que ce classement reflète les conditions du journalisme malien? Vous parlez de classement, moi je ne maîtrise pas les indices ou les référentiels sur lesquels ceux qui ont fait ces classements-là se sont basés pour nous mettre dans tel ou tel rang. Mais ce qui est constant, c'est qu'il ne se passe plus de mois tant qu'un journaliste ne comparaît devant les tribunaux au Mali. Donc c'est ce qui veut dire que les journalistes, ils ne sont pas stables. Quant à travailler sereinement, quant à exercer sereinement leur métier au Mali, ça c'est constant. Donc aujourd'hui, est-ce que même s'il n'y a pas de journaliste quand même qui est en prison aujourd'hui au Mali, il y a quand même un journaliste quand même à qui on n'a toujours pas de nouvelles. Donc c'est des faits qui sont là et qui méritent d'être évalués si nous méritons oui ou non le classement qui a été attribué à notre pays. Alors cela me ramène à poser la toute dernière question à Amadou Diallo. Oui. Nous avons dénoncé de nombreux procès contre la presse, mais quelle est la responsabilité des journalistes eux-mêmes dans ces poursuites? Bon, c'est l'approche. Moi je dis c'est l'approche carrément. C'est-à-dire que les jeunes confrères doivent comprendre notre métier, c'est un métier très délicat. Il s'agit de la vie, souvent même de la vie intime des personnes, consacrée dans la Constitution comme sacrée. Donc, on a certes des droits de dénoncer, mais comme on dit, le droit arrête les droits. Donc, il faut que dans notre démarche de journalistes, qu'on intègre ça dans notre façon de faire. On a certes la liberté, mais la liberté arrête la liberté. La liberté de la presse, la liberté d'expression, la liberté d'opinion est limitée par la liberté de la vie privée, le respect de la vie privée. Donc, ça dit que c'est un jeu d'équilibre. C'est vraiment un jeu d'équilibre. Vous travaillez de manière professionnelle. Voilà, tout à fait. Alors, c'est ce qui me fait, on est déjà appris par le temps. C'est ce qui me fait déjà à cette émission, à ce forum de la presse consacré à la rétrospective de l'actualité de la semaine. Et comme invité, nous avions Ramata Diaouré du journal du Mali, Maman Sissé, journaliste indépendant, Amadou Diallo, également journaliste indépendant, et Omar Sidibé du groupe Renouveau FM. Moi, c'est Mariam Maïga. C'était un plaisir de présenter cette émission. Merci et à la prochaine. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue.